Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 3 avril. Merci de nous suivre, merci aussi de votre fidélité. Dans l'actualité de ce jour, la tension au gosier entre des habitants de la section Pliane et la municipalité, des habitants regroupés au sein d'un collectif qui s'oppose à la construction de logements sociaux confiés à la SEM-Samar. L'affaire suit un cours judiciaire depuis quelques années. Un premier jugement avait donné gain de cause à ces habitants en recalant le permis de construire attribué par la mairie. Mais le 1er avril, soit il y a 2 jours, un communiqué de la mairie se prévalant d'une décision du tribunal administratif autorisant la construction et annonçant même la reprise du chantier dès ce lundi a remobilisé ses habitants. Anne-Elisabeth Arsène aujourd'hui a interrogé Édouard Molia, il est habitant de Pliane bien sûr et membre de ce collectif. Il y a un collectif à Pliane, Monde Pliane. C'est depuis qu'on a vu qu'il y a un grand chantier ici, fait par une société qu'on ne connaît même pas. Ils ont dit, et c'est SEM-Samar, en même temps on nous dit que c'est Naudé. On ne sait pas, mais les travaux ont commencé et on a vu qu'il n'y a pas un permis construit. Quand nous avons fait les démarches nécessaires, le tribunal de 2 février 2016 a condamné le maire d'arrêter le chantier. Le maire n'a pas pris ses responsabilités, au contraire, il n'a pas répondu, il a continué. Alors là, le tribunal lui a dit, si vraiment que vous voulez aller au tribunal, il faut aller en cassation. Le maire n'a pas été en cassation. Hier, j'ai entendu que le maire dit que les chantiers vont reprendre demain. Mais c'est ce que je demande. Est-ce vraiment que c'est le maire qui est l'entrepreneur ? Et ses habitants annoncent une manifestation demain si ce chantier reprenait comme annoncé donc par ce communiqué adressé par la mairie à tous les médias. On va le dire maintenant avec des fleurs, avec la 13e édition d'Artiflore, la grande foire aux plantes et de l'artisanat d'art à Trois-Rivières, qui depuis hier réunit une 50aine d'exposants. Et le public, comme chaque année, répond présent. Souvent, ce sont des habitués de ce rendez-vous, toujours à l'affût de la plante qui manque à leur collection, ou d'une découverte totalement inattendue, une découverte extraordinaire. Et parfois, ils ne se trompent pas. Karine Gielman. C'est comme moi, j'ai déjà 80 variétés, j'achète ce que j'ai pas. Ravitaillement de fleurs à Trois-Rivières. Venus de toute la Guadeloupe, les amoureux de la flore ornementale ou médicinale sont à l'affût des dernières nouveautés. Je suis venue à Artiflore parce que c'est toujours une bonne occasion de découvrir ce qui se passe dans le pays, surtout quand ce sont des créations artisanales, tout ce qui touche à la nature. Je trouve que ce serait bien de s'informer, de découvrir. Des plantes en général, rien de particulier, voilà, pour compléter ma petite collection. Vous venez souvent à Artiflore ? Chaque année, je suis une fidèle. Un lieu incontournable donc pour faire ses emplettes et un lieu d'exposition pour les professionnels comme la pépinière Ibad, originaire de Bémao. C'est très important parce qu'on rencontre pas mal de clients potentiels. On a une gamme élargie, donc si on était seul à exposer, ce ne serait pas bien. Mais comme il y a plusieurs exposants, comme on peut le voir ici, ça attire un maximum de personnes et plus il y a de personnes, mieux ça va pour nous. Ils sont très très au courant, ils savent comment soigner leurs plantes, comment faire, et ils reviennent nous voir à chaque fois et ils nous disent ça va, ça a été, et ils reviennent encore et encore. Le chineur pourra y découvrir également des fleurs très rares. D'ici 2 ans, l'écorce va se détacher et ça va faire apparaître les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 5 arbres les plus rares au monde. Non, franchement, c'est magnifique dans 2 ans. Vous l'avez trouvé où ? Alors, on a fait plusieurs semis. On avait commandé les graines par un fournisseur sur Internet. Il nous les a envoyés. On a eu la chance d'avoir une centaine qui a pu pousser. Donc maintenant, on les a mises à la vente. En attendant la floraison de cette plante d'ici 2 ans, voici une autre plante insolite, la plante carnivore. Vous êtes le seul à l'avoir. Oui. Ici, non, là, oui. c'est impressionnant. Il y en a plusieurs qui m'ont dit je vais la chercher, non, elle est déjà réservée. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end à vous. De même, monsieur, au revoir. Au revoir. Bien, Spiderman. Ah, c'est pour moi, ça. Madame, bonne journée. Bonne journée.
Autre événement de ce week-end, sportif celui-là, l'Open de tennis bien sûr, les internationaux de Guadeloupe qui ont débuté hier avec les qualifications. Le village de l'Open n'était pas assailli hier par le public, mais les premiers spectateurs pouvaient se rendre compte que cette édition 2016 méritait bien son label international en découvrant des joueurs venus presque du monde entier. Anne-Elisabeth Artsen. Après la Coupe Davis, place à l'Open de tennis, qui attire, depuis ce week-end, de nombreux joueurs internationaux comme Enrique, 440e mondial, venu du Brésil, et Constant, 26e français et 244e mondial. C'est un grand tournoi et un grand challenge. C'est un endroit très agréable, j'aime beaucoup ici. J'y ai joué l'année dernière et comme j'ai bien joué, j'ai décidé de revenir. Voilà, je suis venu en Guadeloupe parce que c'est un de mes tournois préférés. Je l'ai fait il y a 2 ans, c'était super sympa, le cadre pour jouer au tennis. Bon, c'est vrai que faut pas vriller et partir en vacances. Le village de l'Open, qui ouvre tout juste ses portes, offrira au public de nombreuses animations tout au long de la compétition. Alors l'idée effectivement c'est de donner cette pédagogie donc, aux familles, aux enfants qui viendront sur le site, mais également au travers des animations organisées par la Riviera du Levant. Donc je disais à Sainte-Anne et à la Désirade, c'est justement apporter cette pédagogie aux enseignants, aux enfants, donc pour lancer la pratique du tennis, donc du sport, des activités, voilà, dans la bonne humeur. Attirer des familles ou des non-initiés à ce sport, c'est l'objectif du village de l'Open. Journée des enfants, ateliers de smoothie, karaoké, zumba sont au programme, mais également initiation au beach tennis ce dimanche sur la plage de Sainte-Anne. Et les qualifications se poursuivent aujourd'hui. La compétition proprement dite débutera donc demain. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. On parlera de l'affaire Lula au Brésil ou encore de cette découverte macabre au Mexique. Des corps incinérés retrouvés dans une décharge. Ce seraient ceux d'étudiants enlevés, séquestrés et assassinés par un cartel de la drogue. Mexique, 17 corps dans une décharge. Les 17 corps retrouvés incinérés dans une décharge pourraient être ceux d'une partie des 43 étudiants qui avaient disparu à Iguala, dans le sud du Mexique, en 2014. C'est ce que révèle Ricardo Damián Torres, en charge d'un rapport d'analyse sur les disparus. Son rapport appuie la version de l'exécutif selon laquelle les 43 étudiants ont été tués puis incinérés dans cette décharge de l'état de Guerrero, située non loin de la ville d'Iguala où ils ont disparu. L'enquête officielle a conclu que les étudiants ont été attaqués par des policiers municipaux, puis remis à des tueurs d'un cartel de la drogue. Ces derniers les auraient exécutés avant de brûler leur corps sur un bûcher dans la décharge du bourg voisin de Cocula. Depuis presque 1 an, le gouvernement assure que le drame a impliqué uniquement le maire d'Iguala, du Parti de la Révolution démocratique de gauche, des policiers municipaux et des délinquants locaux. Mais les parents des disparus ont toujours rejeté cette version, thèse appuyée par un groupe d'experts argentins indépendants ainsi qu'Amnesty International qui informe que l'affaire s'inscrit dans le cadre d'une crise nationale des droits humains, avec plus de 26 500 disparus, dont près de la moitié sous le gouvernement actuel du président Enrique Peña Nieto. Brésil, le juge fédéral Sergio Moro dessaisi. Le tribunal suprême brésilien a dessaisi le juge fédéral Sergio Moro du volet de son enquête sur le scandale de corruption Petrobras qui vise l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Les juges ont pris cette décision lors d'un vote à la majorité de leurs membres. Ils décideront ultérieurement, après examen du dossier, si une partie de l'enquête ne doit pas leur revenir définitivement, dans la mesure où certaines écoutes téléphoniques de Lula font apparaître des personnalités protégées par un statut spécial, en particulier la présidente de gauche, Dilma Rousseff. En outre, la plus haute juridiction brésilienne devra ultérieurement statuer sur la légalité de la nomination controversée de Lula da Silva au gouvernement et sur les écoutes judiciaires pratiquées par le juge Moro. En effet, le 16 mars, la nomination de Lula da Silva au sein du gouvernement de Dilma Rousseff avait été perçue comme une manœuvre visant à échapper au juge Moro. La justice soupçonne Luiz Inácio Lula da Silva d'avoir bénéficié de beaucoup de faveurs dans ce vaste système de corruption. Interpellé et interrogé le 4 mars, l'ancien syndicaliste se dit victime d'une persécution judiciaire. Saint-Barth Festival du film. Le Saint-Barth Film Festival se tiendra du 25 au 30 avril prochain. Chaque année, cet événement est un moment privilégié de rencontres et d'échanges autour du cinéma. Les réalisateurs invités peuvent ainsi dialoguer avec le public autour de leur travail et faire partager leur passion.
Pendant 6 jours, le Saint-Barth Film Festival se veut être une fenêtre sur la créativité cinématographique et la richesse de la culture de la Caraïbe dans son sens le plus large. Cette année, le festival reçoit des réalisateurs et des producteurs de Cuba, d'Antigua et de la Martinique, de quoi présumer de belles soirées culturelles sous les étoiles de Saint-Barth. Il était 7h08 très exactement ce matin lorsque les 15 concurrents de la Transat AG2R La Mondiale se sont élancés de Concarneau dans le Finistère pour rallier Saint-Barthélemy. C'est, je vous le rappelle, une course en tandem où tous les concurrents sont placés à armes égales, même type de monocoque donc. 15 en lice, je vous l'ai dit, dont 4 Guadeloupéens placés sous l'égide de Guadeloupe Grand Large, notre centre de formation nautique. Ces concurrents auront quelques 3 980 000 nautiques à parcourir d'ici Saint-Barthélemy. C'est la première épreuve de la saison automobile. La course de côte de Caféière à Déé, bien sûr, a débuté il y a tout juste quelques minutes. Cette édition 2016 est marquée par le grand retour de Jean-Michel Pauvin, une ancienne star qui s'était retirée pendant 8 longues années. Présentation Éric Pommier. Non, tu m'as dit, hein. Jean-Michel Pauvin attendait depuis longtemps d'apposer son fétiche numéro 10 sur la carrosserie d'une voiture de course. C'est fait car aujourd'hui, la course de côte de Caféière à Déé arrive à point nommé pour que le pilote, absent des circuits depuis 8 ans, remette le pied à l'étrier. Jean-Michel Pauvin, concentré hier sur les derniers préparatifs de son auto avant le jour J, affichait une sérénité qui en dit long. Oui, je retrouve mon ancien numéro de course. Après tant d'années, ils me l'ont laissé, c'est sympa. Ça me rappelle de très bons moments. Je me rappelle de ce numéro collé sur plusieurs voitures et ça m'a toujours porté chance, donc je garde le même. Engagé dans le groupe F2000 avec cette Renault Mégane musclée de 240 chevaux, Jean-Michel Pauvin se sent désormais pousser des ailes pour ses premiers tours de roue. Une sérénité qu'il affiche grâce à l'implication de son entourage omniprésent depuis le début de l'aventure. Parmi ses alliés, Gérald Bicky, encore dans la tête dans le moteur, peaufinait dans l'après-midi de samedi les derniers réglages. Oui, bien sûr, au fur et à mesure que les jours s'approchent, l'adrénaline augmente et ça met un peu la pression, surtout au niveau de l'assistance. Connaissant le pilote, qui auparavant promettait beaucoup et jusqu'à aujourd'hui promet beaucoup. Donc ça met un peu la pression, c'est vrai, pour l'équipe d'assistance. J'essaie de principalement travailler sur la partie organisation, la partie gestion pour ne pas polluer la préparation psychologique de la course en elle-même, puisque je ne sais pas comment ça va se passer, donc on essaie de tout mettre de notre côté pour ne pas faire d'erreur. Jean-Michel Pauvin est revenu à la course pour retrouver les joies de la compétition et se mesurer au chrono avant de faire plier la concurrence de sa catégorie. Chaque chose en son temps affiche le pilote du JM Sport. Caféière semble une bonne mise en jambe pour retrouver très rapidement ses marques. Je l'ai toujours en tête. J'ai été faire un petit tour et la route n'a pas beaucoup changé. Au contraire, elle est devenue un peu plus abrasive, donc je pense un peu plus rapide. Ça devrait aller. Il va falloir mettre des kilomètres au compteur pour ensuite prétendre à des objectifs autrement plus relevés. Le pilote se donne les 2 courses de côte de début de saison pour être dans le bain, car dès le mois de mai, il y a le premier rallye, la Ronde de Jarry. Jean-Michel Pauvin attend cet exercice, plus déterminé que jamais. Les premières montées d'essai de cette course de côte de Caféière se disputent depuis quelques minutes tout juste. L'épreuve se jouera bien sûr cet après-midi. Un compte-rendu complet dans notre édition de 19h avec Éric Pommier bien sûr. En cyclisme maintenant avec les 6 jours du Crédit Agricole. La 3e manche se déroule aussi cet après-midi à Marie-Galante. C'est une innovation. 113 km attendent les quelques 135 coureurs engagés dans cette compétition. 113 km autour de Grandbourg. Hier, la 2e manche entre Port-Louis et Morne-à-l'Eau, longue de 119 km, avait été remportée par le Saint-Anais du VCS Louis Sablon. Les résultats de la 21e journée du championnat de division d'honneur, nous parlons bien sûr football. La solidarité scolaire, vous le savez déjà sans doute, et l'AOG avait fait match nul dès vendredi soir, 0 partout. Arsenal à Amical Club de Marie-Galante, même score, 0 partout. L'USR, le leader, a écrasé le CA Marquise à 3-0.
La Gauloise a défait la Juventus de Sainte-Anne 2-0. L'Étoile a été étriée chez elle par l'USBM 3-0. Le CSM hier soir, ça ne va plus, a été battu par le Sirocco sur son terrain 2-1. Et le Red Star et le Phare du Canal ont fait match nul, 1 but partout. L'USR se dirige tout doucement mais sûrement vers un titre de champion de la Guadeloupe. De la culture pour terminer avec ces défenseurs du Gros Cas qui depuis quelque temps multiplient les manifestations et les actions, dont la rédaction d'un ouvrage par exemple visant à rendre hommage à quelques grandes figures de cette musique. Hier à Jabron à Bémao, c'est Bagui, un grand tambouiller qui entre autres a été un compagnon de feu Carnot, grand maître du Cas. Il est donc célébré de son vivant comme nous l'explique Anne-Elisabeth Artsen. C'est bon, je là, au content? Fervent défenseur du Gros Cas, Bagui était un boularien de renom dans le milieu. Autrefois adepte du lieu, c'est donc à Jabron, pour la 3e année, que le tambour résonne pour lui rendre hommage. Nous à Jabron, effectivement, et Jabron c'est un côté qui continue, c'est un côté qui est philosophique, qui est culturel aussi, qui est culturel et culturel parce que c'est là que tout tambour était frappé tambour avant, les Carnot, Akamansoso, etc. Donc Bagui, son maître émérite de tambour et en boularien aussi, qui joue de là, qui est handicapé, il a 79 ans, et c'est à titre là ça que nous avons valorisé. Fossa Tradition a ouvert le bal des hommages. Marie, tambouillère depuis 8 ans, fait partie de la section ado encadrée par Roger Couvin. Dans le programme aujourd'hui, là, nous faisons une animation avec les jeunes. Nous décidons que c'est les jeunes qui font hommage là. Et puis dans la soirée là, nous pouvons porter force en nous dans les roses là. J'ai fait le tambour parce que j'aime ça. C'est une activité à part de l'école. Je ne vais pas lâcher puisque c'est la tradition. Parade de charrette à bœufs, débat, bic à parole et grand les roses. Pour ses 10 ans, l'association Tradition K a fait les choses en grand pour sa journée culturelle autour du mets à manioc là, Monsieur Bagui. Le temps qu'il fera cet après-midi, le soleil bien sûr, vous l'aurez constaté, est revenu sur notre archipel ce matin. Il fera encore beau cet après-midi. On note cependant quelques petites averses annoncées sur la région des Grands Fonds notamment, ou encore sur les hauteurs de Saint-Claude. Les températures vont osciller entre 26 et 29 degrés. Dans un instant, la rubrique Innovation, concoctée par Karine Gelman, suivie de l'agenda et du journal de TF1. Cet après-midi, le magazine Reportage, un sujet particulièrement intéressant au titre évocateur, le mariage pour le meilleur et pour le stress, s'il vous plaît. L'information continue bien sûr sur notre site alizé.com. Je vous donne rendez-vous avec notre second journal régional ce soir, 19h. Excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table.